Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout nouveau cycle d'événements, Health and the City, que nous sommes très fiers et ravis de vous de lancer ce matin. Donc en quelques mots, j'espère que vous allez tous bien. Je vais juste rappeler les règles. Je ne vois plus la présentation, mais je vais la revoir tout de suite. Merci. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, je vais passer tout de suite au programme. Nous avons 1 heure et demie ensemble pour parler pour cette première session sport, santé, territoire. On va faire je vais commencer par une toute petite introduction de Cap Digital. Avec Céline Barbier qui va se présenter, qui est donc copilote santé pour Cap Digital, administratrice du pôle, et qui m'accompagne donc sur tous les aspects aussi stratégiques de santé numérique chez nous. Il y aura donc ensuite, on passera directement au dur de l'événement avec une première keynote qui nous sera présentée donc par Aude-Marie Foucault, qui fera un petit état de l'art, une petite présentation en tout cas une petite keynote sur la prévention sport santé, qui enchaînera ensuite avec un échange pour vous donner un exemple aussi de maison sport santé et puis pour faire un petit focus sur les maisons sport santé avec Stéphane Fusoni, le directeur général de Monstad, qui est une maison sport santé. Il vous expliquera tout ça. Et ensuite, nous passerons à trois exemples pareils aussi, donc un peu d'illustration. On voulait vous présenter là ce matin des initiatives, des outils numériques en faveur du sport santé. Donc vous aurez trois exemples aussi à partir de 9h30. Et puis lors de la dernière demi-heure, on aura une table ronde avec quelques acteurs qui auront parlé le matin et puis des nouveaux acteurs qui débattront aux côtés de Jennifer Lecomte sur les enjeux territoriaux du sport santé. Voilà. Je vous rappelle juste pour les questions, vous avez un onglet chat, bien entendu, que vous avez déjà tous trouvé, et juste à côté de l'onglet chat, vous avez un onglet questions. N'hésitez pas tout au long de cette matinée, en tout cas de cette session, de nous poser vos questions dans cet onglet questions. On aura 2 temps de questions après les échanges avec Monstad et après les initiatives et outils numériques en faveur du sport santé, où nous poserons vos questions aux intervenants. Donc n'hésitez vraiment pas, surtout ne posez pas vos questions dans le chat, mais plutôt dans questions, parce que pour les replays et pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, c'est ce qui fait, voilà, c'est la règle à suivre. Voilà. Je vais donc commencer avec une petite introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas Cap Digital en 2 mots. Voilà. Moi, je suis Christelle Ayache, donc ça fait une dizaine d'années que je suis chez Cap Digital. Je m'occupe en particulier de la filière du numérique en santé depuis 10 ans, que j'anime et que je co-anime depuis 2 ans avec Céline Barbier, qui a rejoint la gouvernance de Cap Digital et qui donc a été nommée copilote santé et qui donc m'accompagne sur la filière du numérique en santé chez Cap Digital. Cap Digital, c'est une association de loi 1901, c'est un collectif d'innovateurs. On a toujours été donc c'est l'objet vraiment de base, c'est favoriser une industrie dans une région. Nous, c'est les acteurs du numérique en particulier. On a aujourd'hui 15 ans. Comme on est une association, nous avons des adhérents, donc on a un peu plus de 1000 adhérents aujourd'hui. Notre spécificité par rapport aux thématiques qui nous intéressent et aux filières qui nous intéressent, c'est qu'on a donc beaucoup de PME et de startups, en tout cas une grande majorité. 850 PME et startups sont à nos côtés et nous les accompagnons au mieux. Mais nous avons aussi 75 et un peu plus de 75 grands comptes, ETI et EPIC. Et également à nos côtés, la plupart des laboratoires de recherche, écoles, universités, techno, très mathématiques, data, IA, etc., mais aussi toujours sciences humaines et sociales, SHS aussi. On s'est toujours intéressé aux usages chez Cap Digital, je le dis souvent, en particulier au départ à l'éducation numérique aussi. Et donc on a très vite, on a eu depuis le départ à nos côtés aussi des acteurs des sciences humaines et sociales.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise aussi. On a aussi quelques fonds d'investissement et un collège fonds d'investissement, investisseurs privés qui nous aide aussi à accompagner nos entreprises. Cap Digital, c'est une quarantaine de permanents, mais c'est surtout 160 experts qui donnent de leur temps. On en aura un aujourd'hui en intervenant, qui nous donnent de leur temps bénévolement pendant l'année pour nous aider à accompagner les membres de Cap Digital à travers voilà des interventions, à travers des expertises R&D par exemple sur des projets ou plusieurs autres actions comme ça. Voilà, on continue à faire beaucoup d'événements en ligne, beaucoup maintenant bien sûr, mais on continue, on est toujours sur toutes les filières qui nous intéressent, les plus actifs voilà possibles, mais toujours voilà pour servir au mieux nos membres sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc on est aussi très ouvert à vous entendre aussi sur des sujets qui pourraient vous intéresser, à travailler en collaboration ou sur des prochaines sessions aussi de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc pareil, toujours en interaction avec nos adhérents. Et simplement, pour vous rappeler aujourd'hui les 5 filières vraiment adressées aujourd'hui par Cap Digital et par les membres de Cap Digital en grande majorité, c'est les 4 filières verticales, donc la santé, la ville durable, culture et éducation et commerce. Et puis en transverse, bien entendu, on a toujours notre filière techno, data, IA, avec des acteurs vraiment avec un cœur technologique qui peut adresser effectivement plusieurs de nos filières. Donc on est vraiment positionné et nos acteurs et les membres les membres du pôle sont vraiment positionnés sur ces 5 filières. Et bien entendu, tout se croise et c'est surtout l'enrichissement, enfin le croisement de faire parler ces acteurs de toutes ces communautés qui est intéressante. Et c'est justement aujourd'hui un événement qui croise et qui pour nous vraiment est la destination plus largement même que de filières, mais principalement des acteurs de la filière voilà de la santé et de la ville durable. Et je vais laisser non, il y a la santé que je n'ai pas présentée. Oui, la santé en 2 mots, mais vous récupérez de toute façon la présentation. C'est vrai. Je vous rappelle juste côté santé, sur nos 1000 membres en santé, donc on a 110 membres environ qui représentent le numérique en santé. Principalement chez nous, on n'est pas médicaments ni biotech, mais on est vraiment au service. Donc les 4 sous-marchés les plus représentés, c'est la santé numérique, le bien-être, le sport, la silver economy, le bien vieillir. Les enjeux du vieillissement nous intéressent vraiment très fort depuis longtemps aussi. L'éducation, la formation, rééducation des patients, formation des professionnels de santé. Donc à travers, pareil, des axes technologiques qui se croisent forcément, qui sont en particulier donc les objets connectés, les applications mobiles, l'axe data IA, bien sûr les données de santé est un axe qui intéresse, voilà, sur lesquels est positionné facilement un tiers de nos membres en santé. Voilà, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec aussi les aspects d'éducation, de formation, le serious gaming est important. Et la robotique de service, les robots compagnons, voilà, robots sociaux, robots compagnons ont toujours été accompagnés par Cap Digital et on continue aussi à les accompagner, donc ils font partie de notre écosystème. Et aujourd'hui, et d'ailleurs ça a toujours été le cas, mais voilà, on est plus comme les mots-clés en haut peuvent le montrer, citoyen, territoire, prévention, données, handicap. On est vraiment, autour de ces sujets-là, en tout cas, voilà, notre spectre d'adhérents et ce qui nous intéresse vraiment, voilà, aller creuser sur tous ces sujets-là, aider et accompagner nos adhérents. C'est à toi, Céline, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christelle. Alors effectivement, avec la diversité des acteurs de la filière santé qu'on vient de voir, on voit que la santé se joue de plus en plus, en fait, en dehors des murs de l'hôpital et du cabinet médical. On a depuis quelques décennies une transition épidémiologique avec de plus en plus de maladies chroniques, de maladies liées au mode de vie, à la sédentarité. Et donc la santé se joue plus que jamais tout au long de la vie au final. Et on a aussi en parallèle et intimement lié une transition démographique avec le vieillissement de la population, marquée par une volonté très forte des seniors de plus en plus de bien vieillir chez soi,
avec les enjeux liés au maintien de l'autonomie. Et ces évolutions font que les lieux de prise en charge et du maintien de la santé doivent évoluer en parallèle. Alors au domicile, certes, avec les solutions qui doivent être trouvées pour faire face aux enjeux, notamment des chutes, qui sont une première cause de mortalité et de fragilité, de perte d'autonomie pour les seniors, mais aussi au-delà du domicile, dans tous les lieux de vie au quotidien, donc dans les quartiers, dans la ville, dans l'environnement. On doit apporter des services, des outils, des nouvelles organisations pour permettre ce maintien en bonne santé tout au long de la vie. Alors, pour aider à ces évolutions, l'innovation technologique et numérique a un rôle clé à jouer avec tout ce qu'elle peut apporter en matière de diffusion de l'information, de partage de l'information, de collecte de données avec les objets connectés, qui permettent de remonter de la donnée en temps réel, agir finalement au plus près des besoins de la personne. Et c'est pour explorer ces liens entre la santé, la ville, l'environnement et le numérique qu'on lance donc aujourd'hui cette nouvelle série de webinaires, Health and the City. On abordera au cours de ces différentes conférences les différentes manières dont l'innovation numérique peut apporter des solutions aux enjeux qui sont posés, donc, autour du sport, de l'activité physique aujourd'hui, mais également autour des questions d'urbanisme et d'évolution de l'habitat connecté. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Jennifer Lecomte, directrice recherche et développement et innovation chez Cap Digital, qui est également en charge du développement de l'écosystème sport et grands événements, qui va animer aujourd'hui ce webinaire. Je laisse la parole, Jennifer. Merci beaucoup, Céline. Merci, Christelle. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je rappelle les règles avant de passer la parole à Aude-Marie Foucault. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions pour que je puisse les remonter, les poser en direct à nos intervenants. Donc, comme l'a dit Christelle, il y aura des temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions au fil de l'eau et nous les poserons lors de ces temps dédiés. Et tout de suite, je vais passer la parole à Aude-Marie Foucault, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne Nord, en STAPS, et qui va introduire ce webinaire sport-santé sur les concepts, les innovations et les perspectives. Merci beaucoup, Aude-Marie, de nous accompagner ce matin, et je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de vous parler un petit peu de ce concept et ce grand domaine du sport santé. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qui est définition des différents termes parce que, évidemment, sport, santé, ça englobe des termes un peu valises. Qu'est-ce que ça concerne exactement? Quelles sont les innovations? Alors, plutôt innovation, on va dire législative et politique, puisque là, c'est là où on a vraiment des grandes avancées dernièrement, et puis les perspectives, notamment en termes de recherche. Alors, donc, je vais passer à la diapo suivante. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la santé est influencée par de nombreux facteurs qu'on connaît globalement, donc des facteurs qui sont souvent non modifiables, et ceux qui vont nous intéresser particulièrement, ce seront les comportements individuels qui sont des facteurs, eux, modifiables, sur lesquels on peut agir intentionnellement, et notamment l'activité physique, ou en tout cas la réduction de l'inactivité physique et la réduction de la sédentarité. Alors justement, de quoi parle-t-on? L'activité physique, ce sont tous les mouvements corporels qui vont vous permettre de dépenser un peu plus d'énergie que celle de repos. Elle s'effectue à différents moments de votre vie, que ce soit dans les activités professionnelles, les activités à votre domicile, dans vos déplacements ou encore dans les loisirs ou dans le sport. À savoir que j'aime bien montrer cette diapo parce que le sport, en fait, c'est juste une toute petite partie, ou en tout cas, c'est un des leviers parmi tant d'autres pour être actif, mais ce n'est pas le seul. Donc, quand on parle d'activité physique ou même de sport santé en général, en fait, on entend plutôt l'activité physique en général, le fait de bouger. Bouger, on bouge à différentes intensités. On va avoir des intensités qui sont très légères, comme par exemple certains types de yoga ou certains types de jardinage, par exemple. Tandis que quand on va monter un petit peu plus en essoufflement, par exemple, eh bien, on va être dans des intensités modérées, voire vigoureuses. Justement, cette question d'intensité est intéressante à prendre en compte, notamment quand on parle d'inactivité physique. Le fait d'être inactif physiquement revient au fait d'être non suffisamment actif
ou en tout cas ne pas faire suffisamment d'activité physique dite modérée. Le terme modéré peut s'assimiler à un moment où vous êtes dans une activité et vous êtes à la limite de l'essoufflement, mais toujours en capacité de parler. Sachant que les recommandations actuellement sont de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine d'activité physique au moins modérée, ou quelque chose qui ressemble. Donc ça peut être 1 heure d'activité physique plus légère, par exemple, ou un peu moins de temps d'activité plus vigoureuse. À savoir que l'inactivité physique, aujourd'hui, est responsable de nombreuses maladies non transmissibles. Et un autre facteur est important à prendre en compte, ce sont les comportements sédentaires. Eux, on en parle moins parce que souvent, on les met tous ensemble dans un seul et même comportement. Or, les comportements sédentaires représentent, eux, les moments où vous êtes assis ou allongé, toujours éveillé, mais vous dépensez très, très peu d'énergie, donc quasiment la même énergie qu'au repos. Cette sédentarité, toute chose égale par ailleurs, est associée elle aussi à des maladies non transmissibles. Alors on peut citer le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le cancer ou les facteurs de risque comme l'obésité. En plus de l'augmentation des maladies non transmissibles, eh bien, on va avoir parmi ces 2 facteurs de risque qui sont liés à la santé et à distinguer, une mortalité plus importante du fait de l'inactivité physique et de la sédentarité. Notamment, l'inactivité physique serait dans les 3 premières places de la mortalité mondiale, alors que c'est un facteur qui est très facile à modifier. Facile, pas forcément, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'environ la moitié des Français ne fait pas suffisamment d'activité physique. Pourtant, 60% d'entre eux connaissent les recommandations. En ce qui concerne la position assise, donc les comportements sédentaires, on a des comportements sédentaires assez importants chez les adultes français de 45 ans en moyenne, à savoir qu'à partir de 4 heures, on peut considérer qu'il y a des risques pour la santé d'être assis, donc 4 heures, donc soit sur un volume global, soit d'affilée, c'est encore pire. Pendant le confinement, évidemment, les comportements ont été dégradés puisque le télétravail a diminué les déplacements et également, on a été plus souvent assis. Donc là, il est nécessaire d'agir. En fait, on se retrouve avec une grande partie de la population qui est à risque avec un comportement et physiquement inactif et sédentaire. Ce qu'on cherche à avoir, c'est de tendre vers la case en bas à droite, donc une personne qui est physiquement active, qui est globalement dans les recommandations ou qui tend vers les recommandations et qui est non sédentaire, donc qui tente de se lever régulièrement. Alors, depuis 2012, on a déjà eu des lanceurs d'alerte sur ce fait de mettre en œuvre l'activité physique, une promotion de l'activité physique dans le quotidien, au même titre que ce qu'a été la bataille contre le tabagisme. Donc là, je vais vous lire rapidement, l'exercice a été qualifié de médicament miracle qui peut bénéficier à toute partie du corps et prolonger considérablement la durée de vie. Pourtant, il n'est guère respecté par les médecins ou la société. Socialement, être inactif est perçu comme normal et, de fait, les médecins ordonnent à leurs patients de rester au lit bien plus souvent qu'ils n'encouragent l'exercice. Heureusement, ça change un petit peu. Cette attitude passive à l'égard de l'inactivité physique, où l'exercice est considéré comme un choix personnel, est anachronique et rappelle les batailles qui se livrent encore à propos du tabagisme. Donc, il est vraiment nécessaire d'agir. Pour amplifier ce message, il faut prendre en compte que les preuves scientifiques s'accumulent vraiment depuis une bonne grosse trentaine d'années. Et notamment, on l'a vu grâce à l'expertise collective de 2019 de l'INSERM, sachant que les niveaux de preuves sont différents suivant les types d'études. Donc, c'est des études qui mettent en place des tests entre les facteurs de risque, l'évolution ou la complication, voire même la mortalité des maladies non transmissibles, et certains types d'activités physiques selon leur modalité de mise en œuvre. Donc, soit elle est spontanée, soit elle est autonome mais volontaire, c'est-à-dire que je cherche à faire une activité physique spécifiquement, soit on va jusqu'au fait d'être encadré. Sachant que ce ne sont pas des études en général sur le sport, c'est plus des études sur l'activité physique, donc le fait de bouger. Certaines études vont être sur le sport, mais pas tout. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un sport plus bénéfique qu'un autre, un type d'activité physique forcément plus bénéfique qu'un autre. C'est très diversifié et pour l'instant, rien ne remonte comme étant le programme miracle ou l'activité physique miracle. On a simplement les recommandations de bouger quotidiennement et de limiter le temps passé assis.
En ce qui concerne les effets de cette activité physique, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais vous allez voir que c'est assez, pour moi, c'est phénoménal parce que finalement, on peut intervenir sur beaucoup de choses. Donc, que ce soit les facteurs de risque d'être atteint de certaines maladies pour les adultes, ou encore les facteurs de risque, par exemple, de chute pour les personnes âgées, ou de diabète gestationnel, par exemple, pour les femmes enceintes, et les dépressions, par exemple, postpartum. Vous allez avoir aussi énormément d'effets sur les personnes qui ont déjà une maladie, donc en prévention secondaire et tertiaire. Je ne vous les cite pas, mais voilà, donc premier tableau, deuxième tableau, donc vous voyez qu'il y a énormément d'effets. Tous ces effets ont été montrés dans la littérature comme ayant des hauts niveaux de preuve. Si tant est que l'activité physique soit mise en place de façon sécuritaire, progressive et qu'elle soit maintenue. Et c'est là où le bas blesse, parce que souvent, on va mettre en place une activité physique, on va avoir du mal à la maintenir. Alors justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des stratégies nationales politiques qui mettent en évidence qu'il faut absolument promouvoir l'activité physique, que ce soit en prévention primaire, donc dans la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive, mais aussi la promotion de l'activité physique en prévention secondaire et tertiaire par l'implémentation, le développement et le recours à l'APA, l'activité physique adaptée à visée thérapeutique. Ici, on trouve justement les maisons sport santé qui sont à l'interface entre la prévention primaire, la prévention secondaire et tertiaire, qui se développent sur le territoire. Depuis le 24 mars, maintenant, on a 288 maisons sport santé en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc, ça va être un réel levier. On verra ce que ça donne par la suite. Et également, en ce qui concerne l'APA, eh bien, depuis 2017, les médecins traitants peuvent prescrire l'activité physique adaptée pour les patients en ALD et depuis peu, les médecins spécialistes le peuvent également et certaines autres pathologies sont rentrées dans les prérogatives de prescription. À savoir que par exemple pour la santé mentale, donc que vous voyez ici, donc les différentes pathologies qui ont été ajoutées. Dans la santé mentale, on incite maintenant, donc depuis très peu de temps, mais c'est une première, à proposer de l'activité physique en première intention dans le cadre de la dépression mineure plutôt que de l'antidépresseur. Donc c'est vraiment une belle évolution et un grand changement de paradigme. Dernière chose, la sécurité sociale commence à financer l'activité physique. Alors à savoir qu'ici c'est plutôt un forfait sur les soins oncologiques de support, donc c'est en cancérologie, et c'est un forfait qui va intégrer un bilan d'activité physique, donc de conditions physiques et motivationnelles, sans pour autant financer la pratique d'activité physique, mais c'est déjà une bonne avancée. En plus de cela, on a la chance d'avoir les mutuelles et les assurances qui commencent à financer grandement les activités physiques adaptées pour les personnes en prévention secondaire et tertiaire. Alors aujourd'hui, quels sont les enjeux? Eh bien, il faut prendre en compte que le fait de mettre en œuvre un style de vie actif, donc diminuer son inactivité physique et diminuer ses comportements sédentaires, c'est extrêmement complexe. En plus du fait que ce soit un comportement à ajouter dans son quotidien, contrairement à l'arrêt du tabac où on doit juste l'arrêter, l'ajout d'un comportement nécessite de réaménager son temps, de planifier, de s'organiser. Donc c'est tout un apprentissage et pour pouvoir maintenir en autonomie son activité physique, c'est difficile. Par ailleurs, c'est influencé par de nombreux facteurs qu'on ne connaît pas tous, en tout cas pas totalement, et sur lesquels, en plus, les facteurs vont influencer de façon différente selon les individus. Donc c'est individu dépendant. Donc ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas forcément pour mon voisin, etc. Donc l'enjeu aujourd'hui, ça va être de comprendre un peu mieux toutes ces barrières et tous ces facilitateurs à l'activité physique, notamment pour les patients pour les personnes qui sont atteintes de maladies ou de handicap. Puisque aujourd'hui, on a quelques modèles qui existent pour les personnes qui n'ont pas de maladie. Comme vous voyez ici, c'est le modèle de Booth. On voit qu'il y a de nombreux facteurs, qui ne sont d'ailleurs pas tous cités. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre mieux comment aider justement les personnes qui sont dans le parcours de soins ou avec des difficultés à pratiquer une activité physique pour leur aider à initier l'activité physique et la maintenir. Autre chose qui nous intéresse, c'est d'un autre point de vue, c'est pour les professionnels. Quelles sont les difficultés ou les facilités qu'ils ont pour prescrire, conseiller, promouvoir l'activité physique auprès de leurs patients ou auprès des personnes qu'ils rencontrent. On cherche également à tester des programmes
Donc ça, c'est les travaux qu'on fait au laboratoire éducation et pratique de santé. Donc on se base toujours sur l'evidence-based medicine ou l'evidence-based practice pour essayer de trouver des programmes qui seraient globalement efficaces pour initier les comportements favorables et les maintenir. Donc on se questionne notamment sur des actions spécifiquement dans les territoires avec des inégalités sociales de santé, avec un accès compliqué à l'activité physique en présentiel, par exemple. On se questionne également sur l'accompagnement éducatif, donc comment faire apprendre les gens, comment enseigner aux personnes comment être actifs de façon autonome. Également, on s'intéresse à toutes les pratiques inclusives, donc les pratiques partagées entre les personnes dites valides et les personnes avec des situations de handicap ou des situations précaires ou des situations compliquées pour faire de l'activité physique, notamment par le biais d'un gros projet qui s'appelle PRISM, qui est un héritage des Jeux paralympiques, qui verra le jour en 2023-2024 à côté de l'université. Et dernière chose, mais qui est un petit peu moins développée chez nous, c'est identifier un petit peu l'utilisation et surtout l'usage, donc que font les personnes de leur objet connecté, de la visio, comment ils transforment, on va dire, la proposition qui a été faite d'un point de vue soit éducatif, soit motivationnel, soit, voilà, est-ce que finalement c'est quelque chose dont on se détache, par exemple l'objet connecté, est-ce qu'on l'utilise pendant un certain moment et ensuite on n'en a plus besoin. Donc on essaye de comprendre un petit peu mieux ces enjeux. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis évidemment ouverte à toutes vos questions. Merci beaucoup, Aude-Marie. On va en profiter pour rebondir un petit peu sur ces questions de maison sport santé grâce à Stéphane. Donc on va juste passer un petit peu. Alors on avait. Attendez, on va juste passer un petit peu. Pourquoi je n'ai plus les slides sur ta présentation. Voilà, pardon, pour arriver sur les échanges sur les maisons sport santé en particulier. Merci beaucoup à Stéphane Suzoni, qui est directeur général et cofondateur de Mon Stade, qui va nous présenter un petit peu l'enjeu sur ces maisons sport santé et puis les activités de Mon Stade en particulier. Donc Stéphane, je te laisse la parole et ensuite on reviendra avec Aude-Marie et toi pour discuter un petit peu autour de ces maisons sport santé. Merci Jennifer, merci à Cap Digital pour cette invitation et merci à Aude-Marie pour cette introduction. Alors effectivement, je dirige Mon Stade. Mon Stade se définit comme un centre d'expertise en santé, sport et performance. Pourquoi Mon Stade ? Parce qu'un stade, c'est un lieu équipé pour la pratique du sport, mais c'est également une étape dans un processus de progrès. Alors, nous sommes reconnus Maison Sport Santé depuis janvier 2020. Je ne vais pas là parler au nom de toutes les maisons Sport Santé, mais seulement décrire dans le cadre réglementaire, dans l'environnement scientifique que vient de décrire Aude-Marie, la façon dont nous appréhendons nos missions sur notre territoire et la façon aussi dont nous intégrons les outils numériques. Est-ce que vous pouvez simplement me dire que vous m'entendez bien parce que on n'est pas des digital natives à Mon Stade. Après. On vous entend parfaitement, Stéphane. On t'attend, Steph. Tout va bien. Merci tout le monde. Donc voilà, donc ça va être le cadre de cette présentation. Alors juste pour revenir sur ce qu'a dit Aude-Marie, comment on se positionne, nous, dans cette promotion des activités physiques et sportives pour la santé et en particulier pour le soin, puisque le gros enjeu, effectivement, se situe autour des malades chroniques et donc plus globalement des personnes éloignées de l'activité physique et à l'intérieur donc des malades chroniques. L'activité physique, comme l'a montré Anne-Marie, est un médicament, une thérapeutique non médicamenteuse validée. Et ce médicament, ce principe actif, a 3 formes. La première forme, c'est le assis moins, c'est réduire les temps de sédentarité. La deuxième forme, c'est le bouger plus, augmenter les temps d'activité physique. Et la troisième forme, c'est améliorer la condition physique, c'est le bouger mieux. Et clairement, Mon Stade est plutôt positionné sur cette amélioration de la condition physique, sur ce bouger mieux, même si, bien entendu, dans les conseils que l'on prodigue à nos patients, on n'oublie pas les 2 autres aspects.
Alors, comment on appréhende cette amélioration de la condition physique? D'abord par une approche de mon stade. Mon stade souhaite prendre en charge tout le monde comme un champion, c'est-à-dire que du jeune adulte au senior, du patient atteint de maladies chroniques au champion olympique, on va développer exactement les mêmes moyens, mobiliser les mêmes compétences pour personnaliser l'accompagnement. Alors pourquoi? Parce que la condition physique, on sait que c'est un déterminant de la performance sportive, mais c'est également un déterminant de la santé. Donc, tout ça, c'est fondé, bien entendu, sur des évidences scientifiques. Et donc, ces moyens que l'on va mettre en place sont des moyens pour que l'activité physique à laquelle on va éduquer nos patients soit sûre et efficace. C'est ce qu'on demande à un médicament, hein, de la sécurité et de l'efficacité. Et également que cet engagement dans une pratique d'activité physique soit durable. Alors, ça passe par quoi? Pour un champion ou pour un patient, ça passe par d'abord un bilan très précis de la condition physique, dont la condition physique, elle est structurelle, c'est la composition corporelle, elle est fonctionnelle, ce sont les capacités des muscles et du cœur. Et puis ce bilan, c'est aussi un bilan motivationnel sur les objectifs du patient, ses représentations par rapport à l'activité physique. Et ces objectifs, je le redis, hein, ça peut être d'apprendre à monter les escaliers ou de performer aux prochains Jeux olympiques. Donc, première étape, un bilan précis. Deuxième étape, un programme individualisé qui va intégrer toutes les données de ce bilan initial précis. Et la troisième étape, c'est un accompagnement éducatif dans la réalisation du plan à travers des séances qui sont des séances d'exercices structurés où l'on va non seulement développer la condition physique de nos patients, mais également leurs compétences et leurs connaissances en matière d'activité physique. Notre objectif, à travers cet accompagnement qui est court, qui est réduit dans le temps, c'est un accompagnement de 16 semaines, composé de 3 séances par semaine, que les patients font en partie ou en totalité chez nous. Notre objectif, c'est véritablement d'accompagner les patients vers l'autonomie en matière d'activité physique. Et c'est le rôle des maisons sport santé. Les maisons sport santé sont là pour informer, orienter, évaluer, prendre en charge et proposer aux patients des solutions pour continuer durablement cette activité physique qui est bénéfique à leur santé. On ne va pas demander à nos patients de venir à l'année chez nous. C'est vraiment sur 16 semaines. Et nous, notre job, c'est derrière de trouver des débouchés sportifs, on va dire ça, pour ces patients. C'est-à-dire que sur le territoire, on va travailler avec des associations sportives, qu'il s'agisse d'associations du mouvement sportif, voire de clubs privés. Et on va permettre à nos patients de découvrir ces offres sport santé qui peuvent être pratiquées près de chez eux, parce que la proximité et la facilité d'accès sont un levier de pratique durable. Donc voilà, c'est vraiment ça en aval en fait de notre parcours, c'est trouver des débouchés sportifs, et en amont sur le territoire, eh bien, c'est de travailler avec des professionnels de santé pour favoriser cette prescription d'activité physique. On se considère véritablement en tant que maison sport santé comme des passeurs dans une chaîne de soins où, à partir de la phase aiguë où il y a le diagnostic, puis peut-être pour le patient un séjour en centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle, nous, on prend la suite de ça avec nos équipes. Alors, je n'ai pas parlé de nos équipes, mais ici travaillent des médecins, cardiologues et des enseignants en activité physique adaptée, donc des professionnels qui ont une formation STAPS, APA, S, donc activité physique adaptée à la santé. Donc, on est ce maillon de la mise en mouvement des populations éloignées de la pratique sportive et alors de la pratique d'activité physique et sportive, pardon, et des personnes atteintes de maladies chroniques en particulier. Voilà notre rôle de maison sport santé. Bien comprendre aussi que les maisons sport santé aujourd'hui, donc il y en a 288, c'est un ensemble assez hétérogène. Les ministères ont souhaité, on va dire, occuper le terrain avec des structures de façon à bien imprimer dans l'esprit des prescripteurs et des patients que l'activité physique est une thérapeutique. Quand je dis que c'est un ensemble hétérogène, on va retrouver des structures privées, salles de sport, complexes médico-sportifs comme la nôtre, on va retrouver des associations sportives, on va trouver des associations APA, on va trouver des hôpitaux, on va trouver des municipalités, on va trouver des solutions digitales, des solutions mobiles. Le ministère a pour objectif donc d'augmenter le recours à l'activité physique thérapeutique
en étant très présent sur le terrain et dans les esprits. Et je pense, après, petit à petit, à travers des études d'impact, arriver un petit peu mieux structurer les différents niveaux d'intervention dans ces offres de maisons sport santé. Voilà, ça c'est une approche, une vision en fait de ce que sont les maisons sport santé. Donc c'est plus qu'un établissement finalement. Une maison sport santé sur un territoire, c'est un réseau. Donc un réseau, ce sont des acteurs qui travaillent de façon coordonnée avec un patient qui est au centre de ce parcours de soins. Donc ça peut poser la question effectivement de l'outil numérique. Je vous ai dit qu'on n'était pas digital native. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on utilise le numérique d'abord comme un outil métier. Tout le parcours de notre patient est balisé, outillé avec un logiciel métier maison qui nous permet de rentrer les données d'évaluation, planifier l'activité physique, suivre les progrès du patient, communiquer avec lui, parce que bien entendu, l'ensemble de ces données est partagé avec lui grâce à un hébergement de données de santé, bien entendu. Donc ça, c'est le premier niveau, notre premier niveau d'utilisation du numérique. Le deuxième niveau que la crise sanitaire a encore accentué, c'est être capable de proposer des services hors les murs. Donc les services hors les murs, c'est de la visio, bien entendu, donc avec un accompagnement possible à distance. Et puis, il y a une tendance aujourd'hui, alors dans les maisons sport santé, mais on va dire dans l'ensemble des offres sportives, c'est de dépasser un petit peu l'activité physique et d'offrir un accompagnement 360, donc un e-coaching qui va aborder les thématiques de l'alimentation, du sommeil, peut-être de la gestion du stress, du sevrage tabagique. Donc voilà, il y a des solutions qui existent comme ViveUpTeam de notre partenaire la MGN qui propose ce type de solution-là. Donc ça, c'est aussi une évolution, c'est autour de l'activité physique, agir sur les autres déterminants de santé que sont le bien manger, le bien dormir, le bien-être avec les autres. Donc voilà, ça c'est la place du numérique aujourd'hui dans notre activité. Donc nous, on en est au premier niveau. On a inclus le hors les murs et peut-être qu'un jour, on ira vers le 360. Voilà pour cette présentation. Je crois que mon temps est écoulé. Oui, merci beaucoup Stéphane. Peut-être passer la parole à Aude-Marie si elle souhaite poser des questions. Ensuite, on a juste une petite question dans le chat. Donc, je laisse Aude-Marie intervenir et puis ensuite, on passera à la question. Comme on a pris un peu de retard, voilà. Je ne vais pas dire grand-chose parce que Stéphane a vraiment tout dit et c'est extrêmement intéressant. En tout cas, cette variété des maisons sport santé est extrêmement intéressante et importante à mon sens puisque justement, c'est individu dépendant. Donc, certaines maisons sport santé vont pouvoir répondre à différentes attentes. Et en tout cas, cette dimension immatérielle aussi des maisons sport santé permet d'avoir ce réseau et de proposer justement encore plus la variété des activités sur le territoire, des modalités d'exercice ou des types de sport. Donc, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe en France actuellement. Donc, on a eu une question de Ludovic qui est adressée, je pense, à vous deux. Donc, n'hésitez pas à répondre. Que pensez-vous des outils d'accompagnement au sport sur le principe du Quantified Self pour prévenir les blessures et apprendre à se connaître pour mieux se challenger? Considérez-vous intervenir une fois la pathologie existante? Je n'ai pas très bien compris la deuxième partie de la question, mais en tous les cas, sur la première partie, je peux vous laisser peut-être Aude-Marie répondre à cette question. C'est-à-dire que les objets connectés de Quantified Self, donc, qui nous permettent de justement s'auto-mesurer, sont intéressants en soi s'ils sont utilisés comme des outils et accompagnés par des personnes qui vont permettre à la personne de comprendre comment l'utiliser, comment l'interpréter et à quoi les données correspondent. Parce que ça peut vite tourner à de la culpabilisation, des problèmes de culpabilité face aux chiffres ou encore à un peu d'activité physique parce qu'on ne sait pas mettre en œuvre les bons objectifs suivant ces chiffres. Donc, c'est bien, mais avec accompagnement. En tout cas, par rapport aux blessures, j'ai moins de... Tout à fait d'accord avec Aude-Marie. L'accompagnement est primordial et nous, on a aussi une position ici à mon stade, c'est-à-dire on dit à nos patients, avant de vous connecter à un objet, connectez-vous à vous-même. Donc, on travaille beaucoup sur les perceptions, sur le ressenti, notamment en matière d'intensité d'effort qu'évoquait Aude-Marie tout à l'heure.
Donc voilà, c'est d'abord se connaître soi-même. Après, l'outil numérique peut être un support motivationnel en particulier. Il ne faut pas qu'il soit culpabilisant, mais il doit y avoir une éducation à l'utilisation de cet outil. Alors je crois que la question portait aussi sur la prévention des blessures. Des blessures. Oui, il y a aujourd'hui des outils, notamment dans le running, qui se développent, qui sont faits, je crois, avec des professionnels tout à fait qualifiés. Alors, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je ne les ai pas expérimentés, mais ça peut apporter une aide, je pense, à des personnes qui sont déjà assez éduquées en pratique sportive voilà, plutôt experts, qui se sont peut-être déjà connectés à eux-mêmes avant de se connecter à l'objet. Merci beaucoup. Merci Ludovic. La transition est toute trouvée pour introduire la deuxième partie. Aude-Marie, on te retrouve tout à l'heure sur la table ronde, mais tout de suite, je vais passer la parole à différentes propositions sur les outils numériques en faveur du sport santé. Et du coup, tout de suite, je passe la parole à Jean-Paul Souza, directeur fondateur de Gouv. Merci beaucoup Jean-Paul d'être avec nous ce matin. Et Bonjour. je te laisse rebondir sur ces débats et à présenter ta solution. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter Gouv Sport Santé, donc Gouv, en fait, c'est une entreprise innovante du secteur sport santé qui est née en fait d'un constat, c'était vraiment l'accès à l'activité physique et sportive dans un but de santé. C'est aujourd'hui très inégal sur le territoire. Et en fait, j'en ai fait l'expérience personnelle quand on a proposé à mon père, sorti d'hôpital, une prescription d'activité physique et sportive et que je n'ai pas vraiment trouvé de structure pouvant l'accompagner. Et c'est là où j'ai découvert en fait le métier, les structures, enfin surtout le métier d'enseignant d'activité physique adaptée, qui du coup manquait vraiment je trouve, de valorisation, puisque c'est un métier que j'ai appris à apprécier et qui est vraiment important, en tout cas dans le parcours. Et au-delà des APA, j'ai découvert aussi qu'énormément de structures, comme le disait Stéphane tout à l'heure, de maisons sport santé riches et variées, des clubs sportifs, des cabinets de kiné qui travaillaient avec des APA, enfin que l'offre était déjà très ancrée sur le territoire, mais qu'elle manquait tout simplement de lisibilité et de structuration. Hop. L'ambition de Gouv aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter et de promouvoir l'activité physique ou sportive, donc comme un outil de santé préventif, donc vraiment sur la prévention primaire, et aussi thérapeutique, donc qui est accessible à tous et tout au long de la vie. C'était vraiment important pour nous. Aujourd'hui, Gouv, pour pouvoir répondre à cette ambition, a développé quatre outils. Le premier outil, c'est GouvApp, donc en fait, qui est une web app métier sport santé, qui est sous le patronage du ministère des Sports et qui permet en fait qui est un outil destiné aux professionnels du sport santé. Donc même si c'est un mot valise, mais du coup, ça intègre bien l'ensemble des intervenants. Donc je parle bien des enseignants d'activité physique adaptée, mais aussi des éducateurs sportifs formés. Et ça leur permet en fait de pouvoir accompagner leurs pratiquants et de pouvoir mettre en synergie l'ensemble des acteurs du sport santé, SSR, médecins, dans l'accompagnement de leurs pratiquants. C'est aussi GouvLab, en fait, c'est un centre de recherche et de développement où on est en collaboration avec l'IRMES, donc c'est le laboratoire en épidémiologie du sport de l'INSEP, et le ministère des Sports. On a un contrat, une convention cadre ensemble, justement pour valoriser les parcours en activité physique et sportive. Et on travaille également avec Azure Sport Santé, qui est un centre de ressources et d'expertise en sport santé qui nous alimente sur des protocoles, etc. Et ensuite, on a effectivement GouvHub, qui est au final un réseau d'utilisateurs de notre solution et qui permet de proposer effectivement une solution de proximité rapide. Donc là, on y retrouve des maisons sport santé, des réseaux aussi, mais également des clubs sportifs, des structures APA, des SSR, des CHU. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil suffisamment malléable pour pouvoir répondre aux besoins de chaque structure, comme le disait Stéphane tout à l'heure, et Aude-Marie, les MSS sont riches et variés et chaque solution a sa place. Pour moi, il n'y a pas de bonne solution, il y a surtout une réponse de proximité qui permet de pouvoir encadrer et accompagner le mieux possible un pratiquant. Et ensuite, on a un dernier outil qui est notre maison sport santé, donc à Angers, qui est une structure APA où 2 enseignants en APA
œuvrent tous les jours un accompagnement qui est reconnu aussi les maisons de sport santé comme mon stade, et qui du coup nous a vraiment servi de lieu d'expertise pour pouvoir bâtir cet outil donc, qui a été conçu par des enseignants en activité physique adaptée pour le monde du sport santé. Donc là, du coup, Gouv, effectivement, est vraiment présent sur toute la chaîne de valeur du secteur, donc des usages aux données. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une vue globale et toujours en activité, surtout constamment actualisée du domaine. Je fais un petit focus sur GouvApp pour que vous compreniez mieux, c'est que GouvApp, en fait, ça permet vraiment aux professionnels. Donc, encore une fois, je tiens vraiment à préciser que l'outil digital, comme le disait Stéphane, est un outil pour accompagner les professionnels, mais l'outil ne se substitue pas à l'accompagnement humain. L'accompagnement est vraiment important dans le parcours, mais ça permet de faciliter les parcours et surtout de pouvoir accompagner au mieux ces pratiquants. Et cet outil aussi il permet déjà de mettre l'ensemble des acteurs dans un parcours sport santé en synergie, donc les usagers, les prescripteurs, donc les prescripteurs, ça peut être des CHU, ça peut être des CCR, ça peut être des médecins de ville, les intervenants, donc c'est les enseignants d'activité physique adaptée, ça peut être des kinés, ça peut être aussi des éducateurs sportifs et les financeurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un écosystème autour du pratiquant pour avoir des parcours sans couture. Donc, GouvApp s'adresse à différents types de publics, donc aux structures sportives, comme je disais tout à l'heure, donc les OMS, les fédérations, mais aussi aux structures de santé, des CH, des SSR, aux structures APA, aux professions libérales, type kiné, ergothérapeute, psychomotricien, enseignant en activité physique adaptée également, et aux collectivités. Pour chacun de ces publics, Gouv apporte des outils. Donc, pour les professionnels du sport santé, c'est vraiment des outils conçus et validés par nos experts, mais permet aussi de pouvoir personnaliser complètement son outil pour accompagner au mieux et répondre aux besoins de sa structure propre. Mais ça permet aussi aux collectivités, et ça, on est de plus en plus sollicité en fait pour accompagner les collectivités afin de développer un réseau local d'experts et de mettre, ce que je disais tout à l'heure, en synergie les professionnels de la santé et les associations sportives du territoire et pouvoir créer du lien et des passerelles entre ces deux mondes qui avaient du mal à se parler, qui commencent vraiment à se parler de plus en plus, et d'avoir un outil qui est un outil métier au service de l'activité physique et sportive à but de santé et qui vient en complément de, par exemple, eParcours, qui est très utilisé dans le monde de la santé, où notre idée, ce n'est pas de se substituer à eParcours, mais vraiment d'être un outil métier qui vient complémenter ces parcours. Et ensuite, pour les entreprises et les institutions, c'est vraiment la connaissance du sport santé grâce à notre réseau d'experts, aux données que l'on traite, qui viennent là vraiment éclairer les problématiques et les politiques sportives pour accompagner en fait ces différentes stratégies. Donc là, sur le Gouv va vraiment permettre de structurer, programmer, mesurer et valoriser des programmes et des parcours sport santé. Quand on dit programme et parcours, il y a vraiment deux choses différentes. Les programmes, c'est vraiment une structure qui va être comme une structure APA, comme celle qu'on accompagne, l'AppSport, APA de géant, etc., qui sont des structures APA où là, ils accueillent un public, ils font les bilans de conditions physiques, ils créent des programmes adaptés, ils les accompagnent, etc. Et ensuite, les parcours, là, c'est vraiment les OMS qui vont pouvoir faire un bilan aussi avec souvent des APA, et ensuite pouvoir intégrer dans le tissu associatif local, de pouvoir permettre d'envoyer la personne, par exemple, faire 2 séances de natation santé, aller dans le club d'athlètes, etc. Et vraiment lui montrer une variété et une richesse de parcours toujours encadré. Donc, si on prend un parcours un peu classique, donc on a effectivement on peut intégrer l'outil de manière différente. Soit le prescripteur CH, SSR va pouvoir prendre rendez-vous directement dans la structure, compléter déjà sa fiche à la sortie du SSR, par exemple. La prise de rendez-vous est immédiate pour éviter de perdre le patient et de le transformer tout de suite en pratiquant une activité physique et de l'intégrer tout de suite dans un programme ou un parcours. Donc, on va lui trouver une structure la plus proche de chez elle. Et du coup, le SSR va pouvoir transmettre en fait son dossier avec l'autorisation, bien entendu, du patient pour qu'il devienne pratiquant. On va pouvoir effectivement lui faire un bilan de conditions physiques. Donc là, on a à disposition des tests avec des ABAC, des valeurs de référence qu'on a travaillé
avec l'IRMES. Et du coup, chaque structure va pouvoir effectivement concevoir ses propres protocoles et les intégrer. Ensuite, on a effectivement une messagerie sécurisée multiprofessionnelle, enfin pluriprofessionnelle, pardon, où les médecins vont pouvoir suivre les bilans, vont pouvoir communiquer avec la structure. Il y a un vrai lien entre les structures APA et enfin les structures accompagnantes et les structures de santé. Ensuite, il y a les programmes, il y a des bibliothèques d'exercices et on a toute une partie de valorisation effectivement des données qu'on recueille pour pouvoir justement valoriser et avoir une visualisation en temps réel de l'état de santé et le niveau de progression des pratiquants. Sur cette partie données, pour justement accompagner la structure dans son accompagnement ou le réseau, la collectivité, on a mis en place un dashboard qui permet d'avoir, grâce à toutes les données qu'on remonte, avoir une vue très précise de ce qui se passe sur son territoire, mais aussi dans son club ou dans sa structure, pouvoir proposer un index de santé. Donc l'index de santé, c'est un index qui vulgarise en fait les données, qui les traite et qui est construit en fonction d'un profil des usagers qui est basé sur l'âge, le sexe et la pathologie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on travaille avec l'IRMES au quotidien. Et ensuite, on a effectivement développé un index de progression. Donc pour conclure, l'idée de Gouv, c'est vraiment de mettre à disposition des professionnels, des professionnels de l'activité physique et sportive à but de santé, un outil qui permette d'intégrer son pratiquant et de construire autour de lui un écosystème qui puisse l'entourer, l'accompagner. Et encore une fois, je le dis bien fort, hein, l'outil digital n'est pas là pour se substituer à l'accompagnement humain. L'accompagnement humain, pour nous, est plus qu'essentiel dans le parcours d'un pratiquant, surtout en sport santé. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ton intervention. Et je ferai remonter les questions, du coup, à la fin de chaque intervention. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Louis de Manito, qui est VP de Chronolife et qui va nous présenter la solution ou les solutions portées par Chronolife. Merci beaucoup, Louis, d'être parmi nous ce matin et je vous laisse tout de suite la parole. Oui, merci Jennifer, merci à vous de me faire intervenir ce matin. Alors, très succinctement, je vais vous présenter en quelques slides ce qu'on fait chez Chronolife. Nous, on vient pas du tout du monde du sport, on vient du monde de la santé en tant que telle, hein, vraiment santé prescrite. On est ce qu'on appelle une medtech, donc on propose des solutions de devices médicaux, entre autres aux professionnels de santé, donc pas du tout en B2C. À l'origine, le business model était plutôt sur, et toujours d'ailleurs, sur une logique de B2B. On existe depuis 5 ans, on est 23 aujourd'hui, répartis un peu partout, essentiellement en Europe, avec un siège en France et puis avec une antenne aux États-Unis. On propose chez nous 2 grands types d'offres. On propose une offre que je qualifierais de reference design, enfin donc une offre projet d'intégration, et puis une offre de produits sur étagère qui est à l'origine de la création de Chronolife, hein. Donc sous la forme, comme je le mentionnais sur la slide précédente, de devices médicaux, de vêtements connectés dans lesquels sont intégrés un certain nombre de capteurs qui relèvent en temps réel et en continu un certain nombre de données physiologiques du porteur de ce type de vêtements, à l'origine donc de malades. Comme le disait en introduction Cécile et Christelle, Chronolife est vraiment lié du constat de l'augmentation du nombre de malades chroniques. Et donc l'idée était de proposer hors de l'hôpital ou hors du cabinet médical un système qui permet de remonter aux prescripteurs, aux médecins de ce patient, les données physiologiques ou un certain nombre de données physiologiques du patient qui porte ce vêtement. Donc, il y a un certain nombre de capteurs qui sont intégrés dans ce t-shirt, entre autres toute une activité, des données autour de l'activité cardiaque, de l'activité respiratoire, de la température, de l'activité physique. Toutes ces données remontent directement, donc comme je le disais, en temps réel à la personne intéressée, donc qui peut être un médecin dans le cadre du médical. Et puis, quelques années après la création de Chronolife, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt hors de la santé ou parallèle à la santé, et entre autres sur le monde du sport et de la prévention. Et donc, c'est pour ça qu'on a adressé également ces 2 marchés sur la logique de proposer nos services d'offres sur étagère ou des services d'adaptation de cette offre, de customisation, pour répondre à des cas d'usage un peu plus spécifiques.
Au-dessus de tout ça, on propose une brique logicielle, entre autres d'intelligence artificielle, qui permet d'analyser ces données et d'en tirer une intelligence quant à, entre autres, une prédictivité d'aggravation d'états pathologiques ou d'aggravation d'états physiologiques, donc de blessures potentielles. On a aujourd'hui adressé 3 grands cas d'usage dans le domaine sport-santé. Le premier qui est vraiment issu de notre ADN, qui est l'accompagnement au programme de réhabilitation par l'activité sportive. Donc pour les personnes atteintes de maladies chroniques, type maladie cardiaque, antécédents de décompensation cardiaque, d'accidents cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, et respiratoire, qui a pris un boom énorme, entre autres avec la pandémie, avec le Covid, où voilà, il y a un réel intérêt des centres de réhabilitation pour venir équiper les patients qui ont fait des crises, qui ont fait des décompensations, des exacerbations de ce type de device. Alors, pas forcément ou à l'origine dans les centres de réhabilitation, mais surtout pour aller capter, comme le mentionnait Stéphane précédemment, pour aller capter de la donnée à domicile, éviter cet effet tunnel, savoir ce qui se passe chez le patient, et puis surtout savoir si il fait ses exercices de réhabilitation à domicile. Donc c'est vraiment pas un flicage, mais c'est un système qui permet de prouver l'observance du patient à ses programmes de réhabilitation. Le deuxième grand cas d'usage, c'est la reprise de l'activité sportive pour les personnes désirant préserver leur capital santé, donc on en a parlé également ce matin. Et le troisième, alors qui est issu directement de discussions qu'on a eues avec l'INSEP l'année dernière, pendant le premier confinement Covid, qui était de se dire, voilà, on a des sportifs de haut niveau qui sont arrêtés pendant un certain temps, qui faisaient de l'exercice chez eux, mais pas beaucoup plus, et quelles allaient être potentiellement les problématiques qui pouvaient arriver lors de la reprise de leur activité physique. Donc, on a déposé pour ça notamment une demande de subvention auprès de la région Île-de-France via un programme InnovUp, et donc on travaille, donc on a été lauréat, et donc on travaille sur ce sujet-là, entre autres en collaboration avec l'INSEP, pour sortir des données sur quel a été l'impact donc de gros arrêts forcés entre guillemets, donc liés ou bien à une pandémie, comme le Covid, ou bien à une blessure, et quels étaient les éventuels risques en cas de reprise autour des données physiologiques de ces sportifs. Donc, attendez, hop, voilà. Pour conclure, donc, ce qu'il faut retenir chez nous, c'est il y a 5 grands bullet points. L'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose ou bien sur étagère, ou bien customisé, confortable. Oui, j'ai oublié de mentionner, c'est intégralement lavable en machine. Pas besoin d'enlever d'électronique, de capteurs, de batterie, etc. On passe tout à la machine. On évite le sèche-linge, parce que ça, pour le coup, la batterie, ça apprécie pas les fortes températures. Mais l'idée est vraiment que ça soit facile à utiliser et que l'utilisateur soit observant. Les données continues, qui avaient été mentionnées, il me semble, ce matin également, vraiment la donnée en temps réel et en continu, comme je le disais, personnalisable, multiparamétrique, et qui permet une meilleure visibilité quant à l'évolution de l'état de santé de l'utilisateur. Voilà, j'en ai fini de mon côté, je crois. Je serais ravi de répondre à vos questions. Voilà, j'ai fait concis. Ouais, c'était parfait, puisque en plus on est un petit peu en retard, donc c'était parfait. Merci beaucoup, Louis. Je rappelle juste ce qu'est l'INSEP, parce que vous en avez parlé, et puis Jean-Paul en a parlé précédemment. Donc c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui accompagne les sportifs de haut niveau, qui est situé à Paris dans le 12e arrondissement. Donc je passe tout de suite la parole à Elsa Feuger de Sport Hero, qui va nous parler de sa solution sur les territoires. Donc Elsa, si tu es là. Merci Jennifer, tu m'entends bien? Tout va bien? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je me présente, Elsa Feuger. Je vous en prie. Elsa Feuger, directrice commerciale de Sport Heroes. J'ai pour principale mission de gérer le développement de notre programme Bien-être et Sport United Heroes, du coup, en entreprise, depuis sa création, donc il y a 4 ans. Et c'est une aventure formidable. Vous m'entendez pas? Si, je pense que c'est bon. Oh, très bien. Ok, ça marche. Donc, pour vous parler rapidement de Sport Heroes, donc c'est une entreprise française. On est aujourd'hui 90 passionnés en France, au UK, en Australie et en Espagne. On met en place des solutions de création et d'engagement de communautés autour du bien-être et du sport.
On dispose de nos propres marques et communautés sportives que vous connaissez certainement autour de la course à pied, du vélo, de la natation, plutôt sur un volet grand public. Donc la plus connue, c'est Running Heroes. Et sur le corporate, donc notre programme United Heroes pour engager les salariés d'organisations publiques et privées autour d'une vie plus saine, plus sportive. On a aujourd'hui plus de 350 clients, alors de toute taille, de tout univers, en France et à l'international. Notre mission chez Sport Heroes, c'est d'avoir un impact fort sur le bien-être des individus, comme la plupart des intervenants ce matin, mais par la force du collectif. Et surtout également avoir un impact sociétal. Donc on travaille en collaboration avec des associations qui font bouger les lignes, des associations comme Sport dans la ville, WWF, Mécénat Chirurgie Cardiaque ou la Fédération Française de Handisport. Et donc ça, c'est une grande fierté pour moi. La crise que nous traversons, au-delà de la crise sanitaire, a été une crise de sens. Et on veut aujourd'hui équiper le plus grand nombre d'organisations d'outils pour répondre aux attentes de collaborateurs qui ont évolué, donc en quête de sens, de création de liens, d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et c'est aujourd'hui aux organisations de s'adapter à ces changements en proposant des actions pour booster le collectif, le sentiment d'appartenance, rassurer les équipes, les fédérer, mais aussi proposer des outils pour un retour sur site là dans les prochaines semaines, qui est un vrai sujet d'actualité pour nos clients aujourd'hui. Donc, ce qu'on propose, c'est une solution clé en main. Donc, il y a déjà un dispositif digital avec une application mobile et une interface web. Comme le disaient les précédents intervenants, le digital ne fait pas tout. Évidemment, on a besoin aujourd'hui d'un accompagnement et d'expertise pour la mise en place et l'animation de ce type de programme. Donc, on a différents leviers de motivation au sein de l'application, des contenus quotidiens sur des thématiques bien-être, des prises de parole régulières par des experts, des cours de coaching mis à disposition de nos communautés, des challenges individuels et collectifs qui sont proposés aux salariés d'organisation, et évidemment une brique sociale pour permettre aux individus de pouvoir échanger, partager au sein de l'application. Et ça, c'est très important. Le principal levier de motivation dans notre programme Corporate, c'est évidemment les challenges. Donc, on a aujourd'hui différentes typologies de challenges, des challenges plutôt team building pour créer du collectif, des challenges solidaires, donc en lien avec des associations, ou des formats plus compétition, donc au travers de courses virtuelles pour fédérer collectivement une organisation en soutenant une cause, les engagements RSE de l'entreprise, ou encore fêter des événements. Voilà, c'est une application qui est facile à mettre en place, qui aujourd'hui connaît un taux de pénétration moyen de 40% sur les organisations que l'on déploie, et qui est surtout universelle puisqu'elle est multilingue. Donc ça, c'est un aspect aussi important de notre développement. Pour conclure mon intervention, j'aimerais finir par quelques mots sur la présentation d'un événement qui me tient particulièrement à cœur, puisque cet été, vont avoir lieu pour la première fois une compétition inter-entreprise en faveur du handisport, donc dans le cadre des JO paralympiques. On est en partenariat avec la Fédération française de handisport, qui a pour principale mission de rendre accessible le sport à toute personne qui présente un handicap physique ou sensoriel. Donc notre mission au travers de cet événement, c'est de faire connaître au plus grand nombre le mouvement paralympique dans le cadre des JO de Tokyo cet été. Et donc pour cela, on va proposer pendant tout le mois de septembre une animation avec un challenge solidaire au profit des jeunes talents de la FFH. Donc l'ambition, ce sera de réaliser le plus d'activités physiques possible durant toute la période. C'est un challenge multisport, donc avec 60 activités, de la marche en passant par le yoga, mais aussi le jardinage, et surtout sur un positionnement très inclusif, puisqu'il s'adapte à tous, quelle que soit sa forme physique ou son niveau sportif. Et on a évidemment, pendant toute la période, une course connectée qui sera présentée chaque semaine pour les organisations qui pourront sélectionner leurs champions pour se présenter à ces épreuves. Et il y aura 4 épreuves, donc une épreuve de course à pied, de vélo, de natation et de triathlon. Donc avec des ambassadeurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui seront les figurines emblématiques de cet événement pendant tous les événements des JO, qui partageront leurs aventures en direct
Donc, n'attendez pas pour vous inscrire. Nous clôturons les inscriptions à la fin du mois de juin, donc le 30 juin. Et l'application sera mise à disposition du 1er juillet au 30 septembre, donc pendant 3 mois. Vous avez mes coordonnées à l'écran et je laisserai dans le chat le formulaire d'inscription si vous êtes intéressé pour inscrire votre organisation pour les Jeux. Voilà, merci pour votre attention et puis dispo pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Elsa et je passerai du coup le formulaire d'inscription à notre directeur général juste après le webinaire. Merci Jennifer. Merci beaucoup. On va passer à une session questions-réponses pour l'ensemble de nos intervenants. On avait une première question de Mathieu Vergniaud, je pense, qui est à destination plutôt de Jean-Paul, mais n'hésitez pas tous à répondre. Est-ce que les différentes plateformes logicielles métiers sport santé sont capables d'échanger des données entre elles? Oui, aujourd'hui, il y a une possibilité de faire de l'interopérabilité entre les différentes plateformes. Se pose toujours c'est ce qu'on fait nous déjà avec l'IRMES par exemple, dans un but de recherche. On échange de la donnée sur un algorithme qu'on a travaillé en commun. Donc les données qui sont exportées sont bien entendu des données anonymisées, conformes RGPD, etc. Donc oui, c'est tout à fait possible, même de pouvoir récupérer des unités de mesure pour pouvoir compléter une fiche d'un pratiquant, etc. Donc oui, c'est possible. Merci. Alors, il n'y a pas vraiment d'autres questions dans le chat. Si. Il y a pour répondre à… Oui. Excuse-moi, Jennifer, juste Ouais, pour continuer de répondre à Mathieu, oui. Notamment sur les statistiques des perdus de vue. Effectivement, en fait, c'est assez important effectivement dans l'accompagnement. Donc, effectivement, en tout cas, chez Gouv, on intègre une notion d'absence où les personnes qui quittent le parcours, les professionnels, encore une fois, sont alertés quand la personne quitte en fait, le parcours et peut être effectivement rappelée pour avoir un suivi. Encore une fois, c'est vraiment un outil d'aide. Donc, oui, la plateforme l'intègre. Merci beaucoup. Peut-être quelqu'un dans le panel a-t-il une question pour nos intervenants? N'hésitez pas. Grégory, as-tu une question avant qu'on entame la table ronde? Non, c'est bon. Bonjour. C'est rare. C'est rare. Non, mais en fait, comme je révoquerai, mais comme c'est un tout petit monde, quasiment tout le monde se connaît. Donc, voilà, c'est aussi pour dire, il y a l'expertise en France. Il faut juste que, comme souligne Mathieu, que les gens acceptent de travailler entre eux pour le bien-être de tous les Français. L'objectif commun, c'est de mettre tout le monde à la pratique. Travaillons les uns avec les autres. Parfait. Une question de Mathieu Robert qui vient d'arriver dans le chat. Est-ce que certaines des applications sont considérées comme des produits médicaux? Ceux qui restent dans le sport, ils restent parce que la santé, c'est difficile, point d'interrogation. Peut-être Louis peut répondre ou d'autres. Oui, alors, je peux répondre sur la partie ChronoLife. Oui, donc on propose des solutions de devices médicaux certifiés DM. Maintenant, je ne sais pas si la question de Mathieu était… Est-ce que c'est difficile d'avoir ces certifications? Oui, c'est très difficile. Là, alors, attention, encore une fois, il y a différents niveaux de certification, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, il y a des niveaux intermédiaires dans chaque étape. Le 1, c'est pas très compliqué. À partir du moment où vous venez pas en aide au diagnostic, alors à partir du moment où vous n'êtes pas intrusif, alors, dès que vous êtes intrusif, c'est un calvaire. L'aide au diag, c'est assez compliqué. Ça demande entre autres à lancer des essais cliniques. Donc c'est non seulement long, mais en plus très cher. Vous êtes en niveau 1, c'est plus simple. Quand on est sur vraiment une logique non intrusive et sans intelligence particulière d'aide au diagnostic, c'est alors assez simple. C'est moins compliqué. Alors malheureusement, il y a des réglementations qui sont tombées il y a quelques semaines. Et donc avec un changement de réglementation qui ont visé à renforcer cette difficulté, à obtenir ce label médical. Donc, le bilan, c'est que c'est quand même assez compliqué.
Merci. Maintenant, je parle, moi, de la partie Medical Device Hardware. Oui, oui. Sur la partie soft et entre autres applicative, sur une appli mobile, pour le coup, c'est pas de mon ressort. Peut-être que, là, pour le coup, Jean-Paul a peut-être une idée là-dessus, puisque vous faisiez pas mal de choses là-dessus. Mais je ne saurais pas répondre, moins répondre. Pour nous, là, effectivement, les CHU, en fait, CHU ou SSR d'ailleurs, hein, on intègre assez facilement en fait les structures, mais on rentre effectivement par les médecins du sport ou les enseignants en activité physique adaptée qui œuvrent en fait dans ces structures, et ainsi que les kinés d'ailleurs. Donc on y est. Après, est-ce qu'on reste dans le sport parce que la santé c'est difficile? En fait, nous, on est un outil conçu par le sport pour la santé. Donc la santé vient à nous du coup parce que on est de plus en plus sollicité justement pour créer ces liens et ces passerelles entre le monde du sport et la santé. Donc je pourrais vous en dire un peu plus dans quelques temps. Mais est-ce que c'est difficile? Oui, c'est plus difficile d'aller sur la santé, c'est certain. Après, quand le sport est bien structuré, bien valorisé, avec un outil qui permet de faire le lien, la santé, du coup, s'y intéresse maintenant. Comme on n'est pas sur un DM, c'est plus simple pour nous, effectivement. Merci beaucoup. Une question de Ludovic sur les équipements connectés ont-ils une action d'analyse en lien avec les actions à mener ensuite par l'utilisateur? Donc, ce que je comprends, c'est voilà comment connecter un petit peu l'utilisateur ensuite à la mise en pratique de ce qui est préconisé ou recommandé. Peut-être, je sais qu'on l'a évoqué, mais peut-être vite fait. Aude-Marie, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un professionnel APA, ce que veut dire les mots, enfin l'acronyme APA, et comment ils interviennent auprès des patients? Alors, l'APA, c'est activité physique adaptée. C'est donc un concept universitaire qui date de 35 ans environ, un peu plus maintenant. Ils sont formés dans les universités intitulées STAPS, Sciences et Techniques des activités physiques et sportives, dans une des mentions STAPS, activité physique adaptée et santé, d'où le S qui a été rajouté. Il s'adresse principalement à toutes les personnes qui ont des difficultés à effectuer une activité physique dans un cadre ordinaire. Donc, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes avec des maladies chroniques ou des maladies parfois aiguës, et également les personnes vieillissantes et les personnes en difficulté sociale. Voilà, donc niveau Bac+3 minimum pour un enseignant en APA. Et ils interviennent en général en interdisciplinarité pour aider et accompagner les personnes sur une courte durée en général à s'autonomiser dans l'activité physique, par le biais de programmes individualisés qui sont basés sur des évaluations initiales systématiquement. Merci beaucoup. Et du coup, je vais remercier l'ensemble du panel pour leurs interventions. N'hésitez pas pour les questions qui restent à répondre directement. Je parle aux intervenants à répondre directement aux questions dans l'onglet questions à la suite des questions qui pourraient rester, comme nous avons pris un peu de retard. Je me permets tout de suite de passer sur notre table ronde qui structurera cette matinée. Donc évidemment, nous serons accompagnés d'Aude-Marie Foucault qui nous accompagnera sur cette table ronde, mais également de Nathalie Bonnefoy qui est chargée du Conseil national des villes actives et sportives. Merci beaucoup Nathalie de nous rejoindre sur cette table ronde. Et puis de Grégory, alors, je ne prononcerai pas ton nom de famille, je te laisse prononcer ton nom de famille. Grégory C, tu as vu, il y a un C, c'est… Zapliki, c'est ça, Zapliki? Oui, c'est bon, pas de souci. C'est une petite blague entre nous, qui est l'expert sport santé chez Cap Digital et qui nous accompagnera également lors de cette table ronde. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents sur cette table ronde. Donc, pour initier cette table ronde, on en a déjà un petit peu parlé, Aude-Marie, sur un petit peu le bilan de ce qui a été présenté précédemment, c'est-à-dire comment utiliser les outils numériques pour favoriser
justement l'accès au sport aux différents, que ce soit des patients ou les habitants de la ville, dans une démarche de mettre les gens, de mettre de l'activité physique dans la vie des gens. Donc est-ce que tu aurais un retour à nous faire suite justement à ces outils numériques et comment bien les utiliser? Je pense que c'est un peu ce qu'on a pu se dire tout à l'heure, c'est le fait que ces outils numériques sont des outils en soi et doivent être accompagnés, donc ils ne doivent pas être utilisés en tant que tels, ou en tout cas pour des personnes qui n'ont pas suffisamment de connaissances de leur corps ou de connaissances de l'activité physique, ça peut être complexe. Après, tout dépend de ce qu'on appelle outils numériques. Est-ce que c'est tout ce qu'on appelle la télésanté, donc avec de l'activité physique, par exemple, par visioconférence. Dans ce cas-là, on a forcément un accompagnement et un soutien et un suivi. Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle les objets connectés qui font partie de la M-santé, par exemple les balances connectées, les outils de Quantified Self, les accéléromètres, etc., donc qui vont renvoyer de la donnée et qu'il faut pouvoir utiliser ou en tout cas interpréter pour finalement avoir un usage positif pour justement initier et maintenir l'activité physique dans le temps. Il y a peu de recherches actuellement sur ces outils. En tout cas, c'est en train d'être mis en place, notamment sur l'effet de l'usage de ces outils sur la motivation, ou en tout cas sur quel levier motivationnel chaque outil peut intervenir. Donc, on a créé des grilles, par exemple, d'analyse des outils qui sont déjà préexistants, grilles d'analyse qui peuvent également être utilisées pour la création des outils, pour justement se dire, je veux agir sur tel levier motivationnel, donc je dois construire mon outil de cette manière. Mais ça reste encore, on a peu de recul pour l'instant. Merci beaucoup. Du coup, on va passer un petit peu sur l'approche un petit peu plus globale du sport santé sur les territoires et dans la ville en particulier. Donc hier, nous avons eu de la part du gouvernement une présentation de la stratégie d'accélération des solutions pour la ville durable. Et notamment été mis en avant dans l'enjeu numéro 1 qui était vraiment une approche intégrée de la ville. Du coup, je vais passer la parole à Grégory pour nous donner un petit peu son analyse sur cette vision systémique du sport santé. Oui, rebonjour. Donc voilà, je fais du bénévolat pour Cap Digital. En parallèle, je travaille chez Groupe Vive et quand je disais qu'on travaille avec beaucoup d'acteurs, finalement c'est un tout petit monde. Voilà, que ce soit Gouv, Monstad, Sportirose et énormément de personnes. On travaille aussi avec beaucoup de collectivités. Et donc je vais vous donner un exemple. Là, on avait gagné un appel d'offres sur Angers sur la Smart City. Donc comme on se disait, c'est bien de mettre des capteurs partout, mais c'est le moyen, c'est pas la finalité. Et notre objectif, travaillons avec énormément de collectivités, beaucoup d'acteurs aussi, acteurs du sport, c'est de se dire comment est-ce qu'on amène les gens à la pratique. Les outils numériques sont bien, mais c'est ce qu'a rappelé Aude-Marie, c'est faut voir de quel outil on parle et puis surtout pour faire quoi. Et alors, je ne sais plus comment je reprends la main sur les diapos. Voilà, comme ça. Ouais, alors, c'est à peu près le même modèle qu'a présenté Aude-Marie, donc le modèle écosystémique. C'est juste pour vous dire que dans les déterminants de santé, on insiste beaucoup en France sur le soin qui est finalement un déterminant parmi d'autres, donc on met beaucoup d'argent dessus. En fait, il y a énormément de déterminants de la santé, l'activité physique étant elle-même un déterminant de santé. Et par exemple, si vous voulez faire bouger vos collaborateurs, c'est bien leur donner de l'argent pour qu'ils bougent, mais aussi, par exemple, agir sur les horaires de travail. Donc, là où j'en viens, c'est que de toute façon, c'est très bien sur les outils numériques pour du public, donc que les gens puissent eux-mêmes savoir qu'est-ce qu'ils font, etc., voir. Mais également, nous, ce à quoi on pense, c'est de réfléchir aussi aux outils, même pour les gens qui fournissent les fournisseurs de services. Typiquement, tout à l'heure, je parlais d'Angers. Est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'une collectivité peut amener les gens à la pratique et pas juste se dire on met des équipements sportifs, par exemple en forêt, comme il y a eu pendant des années, c'est sous-utilisé, ou les city-stades, c'est très bien, ou les centres fitness en plein air, c'est bien, mais il ne faut pas que ça bénéficie toujours aux mêmes personnes. Parce que si c'est pour faire juste les 10 gars qui ont envie de faire du bodybuilding, il n'y a aucun intérêt.
Donc, l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que tous ensemble, on travaille avec quels outils et que ça ne doit pas être que pour les acteurs de la santé, ni que pour les acteurs du sport. C'est beaucoup plus complexe. Il y a également les acteurs du transport, de l'urbanisme. Voilà, comment est-ce qu'on se met tous sur la table et comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble autour de l'ensemble de ces déterminants. Le logement en est un. Par exemple, chez Vive, on a également, en plus de la partie santé mutuelle, on a également des logements. Voilà. Est-ce que le logement est un élément de santé? Oui. Est-ce que, par exemple, sur les pieds d'immeubles, tout à l'heure, Stéphane en a aussi parlé des maisons sport santé, on peut avoir des maisons sport santé sur des pieds d'immeubles. Dans ce cas-là, à qui ça bénéficie? Est-ce que ça bénéficie qu'aux résidents? On a des résidences étudiantes, résidences seniors, mais est-ce que, par exemple, ça peut bénéficier du grand public? Et après, comment est-ce que les gens y accèdent et qu'est-ce qu'on leur propose comme accompagnement et comment on peut travailler ces outils avec les collectivités? Et donc, par exemple, il y a une stratégie nationale sport santé en France, donc le groupe Vive est partenaire, mais l'OMS a également sa propre stratégie. Donc, la France a une déclinaison plus ou moins de l'OMS. Mais vous voyez que, par exemple, l'OMS, alors oui, rendre les personnes actives, bien sûr, mais il y a également les sociétés. Donc, il y a bien une approche sociétale. Il faut créer des environnements actifs. Donc, ce n'est pas juste le volet sportif, hein, j'insiste. Et donc, comment est-ce qu'on met des environnements actifs? Et par exemple, l'urbanisme est un sacré levier pour la mise à l'activité physique. Donc, c'est très bien d'avoir des équipements pour le sport, mais également des équipements pour l'activité physique en général, donc beaucoup moins cadrés, beaucoup moins structurés. Et donc, comment est-ce qu'on agit sur l'urbanisme pour que ça bénéficie à l'ensemble des personnes et pas juste je vais être un peu critique, mais aux 10-20 personnes qui sont sportifs, donc essentiellement des jeunes actifs en milieu urbain. Donc voilà, comment est-ce qu'on met l'ensemble des pratiquants, des gens à pratiquer, et par exemple, les gens les plus éloignés de la pratique, que ce soit les seniors, les personnes en situation de handicap, les malades, etc. Voilà, comment est-ce qu'on fait? On peut même aussi faire de l'inclusion par l'urbanisme et par le milieu. Et donc, par exemple, créer des systèmes actifs, c'est agir sur tous les niveaux des écosystèmes. Et c'est exactement la diapo précédente et ce qu'a présenté Aude-Marie, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble des systèmes. Il y a un écosystème qui est la personne elle-même, mais également tout l'environnement social, l'environnement physique. Il y a également l'approche sociétale, comment est-ce qu'on agit ensemble. Après, Nathalie vous présentera ce que font les collectivités, parce qu'on est aussi partenaire là, du Conseil national des villes actives et sportives. Et l'enjeu, c'est bien de se dire, il faut des plans donc internationaux, oui, l'OMS en a un. Il y a un plan national qui est décliné après par région, donc il y a des conférences régionales du sport. Mais également, la collectivité a son rôle à jouer, et de plus en plus, au sein du groupe Vive, avec l'ensemble des entités, on se dit, si des collectivités veulent être accompagnées, nous on le fait, mais il y en a d'autres, il faut des plans municipaux, des plans d'e-sport santé, il y a de plus en plus de villes qui le font. Et comment est-ce qu'on peut monter un plan, donc avec un cadre national et des outils surtout, et comment est-ce que le numérique peut aider? C'est-à-dire, on fait un plan, et donc là, je vais vous montrer deux outils. Ça, c'est un outil suisse, par exemple. Alors, je passerai vite sur les diapos, mais c'est juste pour vous dire, voilà, il y a un outil suisse qui sert dans la santé. C'est quelles activités je peux mettre en place, ces activités sur quels facteurs vont agir, ces facteurs vont agir sur quels déterminants. Vous voyez, par exemple, il y a l'environnement physique, l'environnement social, les ressources personnelles, et après, quels bénéfices sur la santé je peux avoir. Et qu'effectivement, ça, il faut que ça soit documenté aussi par la science, et il faut surtout qu'on puisse l'évaluer. Après, comment est-ce qu'on va évaluer tout ça? Et donc, parce qu'il y a eu tellement d'actions pendant des années, on s'est dit, je vais mettre des équipements en plein air, bon, les gens vont y aller. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une offre qu'il y a des besoins, qu'il y a des demandes. Et des fois, il y a même des besoins sans demande et inversement. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à dire, il faut un plan, il faut effectivement des actions, il faut pouvoir être en capacité de les évaluer, mais tout ça, ça vient d'un diagnostic. Il y a tellement de plans qui ne partent sans diagnostic, ça devient compliqué. On dit, on va faire des choses, mais il n'y a pas un diagnostic territorial. Et je vais vous présenter juste après un exemple d'outils pour faire du diagnostic territorial. Et donc voilà, donc Capla Santé, donc ça vient du bureau de l'Européen de l'OMS, ça a été adapté par une de Côte d'Azur à Nice. Il est disponible en ligne. Et donc là, si vous cliquez sur le lien, vous tombez dessus et vous voyez que par exemple, il y a des outils aujourd'hui pour faire du diagnostic sport santé, donc du diagnostic activité physique, santé au niveau territorial. Il y a un outil, il y en a d'autres. Donc celui-là est validé. Et par exemple, une collectivité qui a envie de s'engager ou même d'autres acteurs, vous regardez, vous pouvez avoir les outils. L'objectif, c'est de faire un diagnostic territorial avec l'ensemble des acteurs dès le départ, et pas que les acteurs du sport et de la santé, et se dire, voilà, qui a besoin de bouger, pour quel public cible, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et derrière, c'est comment est-ce qu'après, ça peut amener des actions pour aller chercher l'ensemble des publics qui ont besoin de bouger. Comme tout le monde a besoin de bouger, finalement, c'est avec quels outils, qui je vais pouvoir mobiliser pour faire bouger. Et par exemple, on peut avoir des CCAS, des EHPAD, il y a le milieu scolaire, bien évidemment, il y a forcément tout le volet du secteur du sport associatif ou secteur marchand, d'ailleurs, ils font de plus en plus de choses également. Voilà. Mais pour ça, il faut des outils validés.
Le numérique, effectivement, est un sacré levier, mais c'est juste un moyen. Et après, voir comment est-ce qu'on peut agir tous ensemble. Et nous, côté mutualité, bien sûr qu'on a des intérêts aussi, mais en collaboration toujours avec les acteurs. Et de plus en plus, c'est du ressort aussi des collectivités. Donc voilà, le lien avec Nathalie juste après. Merci beaucoup, Grégory. Et effectivement, le lien est tout fait pour donner la parole à Nathalie. Bonjour Nathalie, merci d'être parmi nous ce matin. Est-ce que vous, du coup, je passe, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce que c'est que le label Ville active et sportive, en quoi il consiste et comment il peut être mis en place dans les villes? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Le label Ville active et sportive est né d'une volonté, en fait, de l'Association nationale des élus au sport, qui représente environ 8000 villes en réseau, et l'Union Sport et Cycle, sous le patronage du ministère des Sports. Et c'est un label vraiment qui est là pour valoriser les bonnes pratiques et les initiatives des collectivités territoriales sur tout le territoire et sur l'outre-mer aussi, puisque nous avons des villes labellisées en outre-mer. Et ce label est là vraiment pour valoriser, échanger, partager ces bonnes pratiques et ces initiatives que peuvent mettre en place les collectivités. Et notamment, on en parle aujourd'hui sur le sport santé. La pratique d'une activité physique sportive pour tous est très importante et primordiale pour les élus au sport qui font partie de notre réseau du label Ville active et sportive. Ce label, il est très simple à obtenir, je dirais entre guillemets, puisqu'il faut quand même faire un beau dossier de candidature, et nous avons un jury d'experts dont certains membres présents ce matin font partie. Et ce label est pour 3 ans renouvelable pour les collectivités. Si je continue aussi sur ma présentation, alors voilà, si on peut passer, si j'arrive à passer la diapositive. Non. Alors, si vous pouvez me passer, voilà, la diapo supplémentaire. Elle est à l'écran, normalement, pour nous, en tous les cas. Alors, vous pouvez y aller, parce que elle est à l'écran bon. Pour vous aussi. D'accord. Donc, voilà, quels sont un petit peu les... simplement vous dire quels sont les atouts pour les communes labellisées, une politique sportive pour tous, au niveau des territoires, au niveau de je dirais des concitoyens, mais aussi au niveau national, puisque chaque année nous faisons une cérémonie nationale en présence de Madame la Ministre, où généralement en présentiel on est à 600 personnes, et la dernière en distanciel à 2000 collections. C'est aussi un réseau d'échange sur les bonnes pratiques et les initiatives, puisque nous organisons régulièrement des webinaires sur divers sujets, des lettres d'information et des réunions territoriales. Et c'est surtout un véritable outil de réflexion pour les collectivités pour développer la pratique d'une activité sportive, ludique et sportive, notamment sur le sujet d'aujourd'hui, le sport santé, mais aussi le développement de la pratique féminine, le sport pour les personnes en situation de handicap, le sport entreprise, les mobilités actives et le développement numérique. Ça se traduit comment ? Pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui, on regarde un petit peu toutes les bonnes initiatives que les communes peuvent faire en matière de sport santé, et certains ont cité déjà des communes qui sont labellisées. Je pourrais citer Angers ou Avrier ou Dijon ou par exemple Sanary-sur-Mer, où il y a des initiatives qui sont mises en place au sein des collectivités pour vraiment promouvoir la santé, à la fois au niveau prévention. Je vais vous citer des exemples. Je vais vous prendre Sanary-sur-Mer, qui, par exemple, fait un concours 10 000 pas par semaine. Ça permet d'obtenir, par exemple, des bons d'achat ou autre. Mais si les personnes jouent le jeu, voilà, c'est un exemple. Ou autre exemple, les collectivités travaillent énormément, comme le disait Grégory, sur les plans sportifs santé municipaux pour essayer vraiment de toucher tout public éloigné de la pratique sportive. Donc, vous avez parlé des seniors.
Un domaine qui me tient à cœur aussi, souvent qui sont très éloignés de la pratique d'une activité sportive et physique. Donc, les collectivités réalisent des diagnostics et avec leurs moyens, parce que des fois, il faut peu de moyens pour mettre en place, mais mettre en place des initiatives pour que ce public visé puisse pratiquer une activité physique et sportive. Voilà un petit peu en gros ce qu'est le label, mais c'est vraiment je dirais un réseau d'échanges sur les bonnes pratiques des collectivités pour la prévention et le développement de l'activité physique et sportive pour tous. Merci beaucoup, Nathalie. Donc effectivement, il y a des villes qui sont actives, qui réfléchissent l'urbanisme pour répondre à ces enjeux. Et le réseau permet d'échanger avec ces villes qui ont mis des bonnes pratiques en œuvre, soit des installations, soit, comme pouvait nous le présenter Elsa, des challenges pour mettre les gens au sport. Donc voilà ce qui peut être fait sur un territoire et comment elles peuvent être valorisées par la suite et ainsi, j'imagine, gagner en attractivité aussi pour ses habitants. Oui, tout à fait. Si je peux rebondir sur ce que vous dites, en fait, 85% des équipements sportifs en France sont financés par les collectivités territoriales. Donc, si les collectivités territoriales ne prennent pas à cœur le problème du sport santé et de la pratique d'une activité physique et sportive, on n'arrivera pas à avancer. Donc, c'est vrai que certaines collectivités vont très loin dans leur plan, je dirais, sport santé diagnostic, en réfléchissant d'une manière transversale dans tous les domaines d'une commune ou d'une collectivité. L'exemple, comme le disait Grégory, c'est l'urbanisme, où aujourd'hui, les collectivités, dès lors qu'elles construisent, je dirais, un quartier ou un ensemble d'immeubles, intègrent forcément une partie aménagement sportif et aménagement sportif pour tous. Vous le citiez aussi tout à l'heure, et Grégory le citait, les aires de fitness, c'est bien, mais aujourd'hui, les collectivités, les aires de fitness pour 10 personnes pour faire un peu de bodybuilding, ça ne nous intéresse plus. L'intérêt, c'est d'avoir des aires de fitness qui puissent être utilisées par tous les acteurs, c'est-à-dire la maison de retraite du quartier, les jeunes, les familles, puisqu'il faut aussi dire que le sport en famille est important. Donc, beaucoup d'initiatives dans les collectivités sont faites aussi pour que les parents pratiquent une activité physique et sportive en même temps que leurs enfants. Voilà, c'est une réflexion globale. Mais aujourd'hui, que ça soit les aires de fitness ou les city stades, on n'est plus dans cette réflexion-là qui, pour moi, est une réflexion d'il y a 10 ans. Mais on est vraiment sur un urbanisme sportif d'équipement pour la pratique pour tous et pour tout public, pour tout âge, pour toute catégorie, pour tout niveau de pratique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parcours de santé qui se développent, de parcours de mobilité active qui se développent. Vraiment, le sport, la pratique d'une activité physique et sportive doit se voir globalement et être transversale dans tous les domaines d'une collectivité. Merci beaucoup, Nathalie. On arrive à la fin de ce webinaire ce matin. Je vais laisser Aude-Marie conclure ce webinaire sur un petit peu le message final à faire passer et un petit peu le résumé de cette matinée. Merci, Aude-Marie. Je te laisse conclure. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure et c'est très intéressant de voir qu'il faut que tout le monde s'investisse dans cette promotion de l'activité physique, notamment les collectivités, mais aussi, je dirais même, les usagers eux-mêmes. On voit que si on est sur le modèle de Montréal au niveau de la collaboration avec les usagers, les collectivités, les politiques et toutes les personnes aux différents niveaux, on peut justement intégrer des solutions qui vont qu'ils vont s'approprier plus facilement et qu'ils vont justement mettre en œuvre de façon pertinente.
Et je pense que toutes les propositions sont bonnes à prendre. On l'a vu, on a des choses qui sont très diversifiées et c'est extraordinaire. Et donc, il faut se servir de cette diversité. Je pense que si on peut aller vers un peu tout ce qu'on appelle la conception universelle, ce sera encore mieux. Donc, imaginer les choses ensemble, créer les choses ensemble et les développer et les soutenir tous ensemble avec tous les outils qu'on a et toutes nos belles idées et innovations. Merci beaucoup, Aude-Marie. Merci à tous les intervenants d'avoir participé ce matin à notre matinée. Merci Grégory, merci Elsa, merci beaucoup Nathalie, merci Aude-Marie, merci Stéphane, merci Jean-Paul, merci Louis. Merci également à Christelle et Céline. C'est la parole sur ces tables rondes sur un sujet qui me tient à cœur. Merci à tous. On se retrouve du coup à la rentrée avec un nouvel événement Health and City. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne matinée. Merci à tous les intervenants encore une fois pour votre disponibilité ce matin et à bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.